Les transformations dans les mangas sont des moments mythiques où les héros dépassent leurs limites pour devenir des légendes. Qu'il s'agisse d'un cri de rage, d'une montée d'adrénaline ou d'un pouvoir ancestral qui se réveille, ces scènes ont marqué notre jeunesse. Aujourd'hui, on plonge dans les transformations les plus marquantes de l'histoire du manga. Prépare-toi parce qu'on commence fort. C'est parti! Manga seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme l'épée d'Aokai. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer. Il y a des moments dans l'histoire du manga qui dépassent la simple fiction. Des scènes qui deviennent intemporelles. Le 19 avril 1991, des millions de spectateurs découvrent pour la première fois l'inimaginable. Goku, cheveux dorés, aura crépitante, regard glacial, vient de devenir Super Saiyan. C'est plus qu'un changement esthétique, c'est un choc culturel. À cet instant précis, l'histoire du manga bascule. La tension dramatique était à son comble, Freezer vient de transpercer Krillin sous les yeux de Goku. Le calme s'efface, le silence devient lourd, et la rage explose. Ce moment, c'est l'acte de naissance d'un mythe. Le Super Saiyan, c'est l'enfant de la colère, de la perte et de l'injustice. C'est une réponse du cœur, une réponse violente, brutale, inarrêtable. Freezer, qui était jusqu'alors intouchable, dominateur absolu, voit le vent tourner, mais brutalement. Avant la transformation, Goku lui tenait tête avec difficulté. Après la transformation, chaque coup du Saiyan devient un verdict. Freezer frappe, Goku ne bouge pas. Freezer menace, Goku lui répond par un regard vide. Freezer attaque, Goku contre, bloque et écrase. Le Super Saiyan redéfinit la hiérarchie et c'est là toute sa force. Il ne s'agit pas juste de faire jeu égal avec l'adversaire, il écrase la menace, l'efface et la rend insignifiante. Et c'est là que réside le génie narratif de cette transformation. Le spectateur ne regarde plus un combat, il assiste à une exécution. Freezer, le tyran de l'univers, est réduit à l'état de pantin. Quelques années plus tard, c'est Gohan qui entre dans l'histoire. Tout au long de l'arc Cell, Gohan est tiraillé. Il est trop doux, trop humain, mais en lui dort une puissance que tout le monde sent. Et c'est la mort de C16, le robot pacifique, qui fait tout exploser. Le cri de Gohan est celui d'un enfant qui devient un homme. Et sa transformation en Super Saiyan 2 est visuellement l'une des plus puissantes de toute la série. Que ce soit les éclairs, la mèche qui tombe, l'aura qui dévore tout. Gohan devient littéralement un monstre de puissance. Et à partir de là, le rapport de force est inversé violemment. Les Cell Junior, ils sont détruits en quelques secondes. Quant à Cell, il est pris de court, il est complètement dépassé, voire même terrorisé. Et pourtant, Gohan ne sourit pas, il ne célèbre rien, il reste froid, concentré, implacable. C'est cette nuance qui rend cette transformation unique. Il ne cherche pas à briller, il veut juste terminer ce qu'il a commencé. Le Super Saiyan 2 de Gohan, c'est l'aboutissement de tout un arc émotionnel. C'est la couleur du doux, la force du pacifique, et ce qui le rend si fort, c'est justement que Gohan ne voulait pas se battre, mais il le fait parce qu'il le doit. Gohan en Super Saiyan 2, c'est le miroir inversé de Goku en Super Saiyan. Là où Goku hurle sa rage, Gohan l'incarne avec calme. Là où Goku se bat pour la vengeance, Gohan se bat pour protéger. Là où Goku domine, Gohan éduque. C'est peut-être ça le vrai pouvoir, non pas de vaincre son ennemi, mais de comprendre pourquoi on le fait. Et à ce moment-là, sur ce ring en ruine, face à Cell, Gohan est devenu plus qu'un combattant, il est devenu un héritier, une légende, un héros complet. Face à Majin Buu, Goku dévoile une forme encore plus poussée, le Super Saiyan 3. La transformation est si puissante qu'elle change littéralement l'atmosphère. Le tonnerre gronde, la terre tremble, même Babidi et Boo s'arrêtent fascinés. Mais le Super Saiyan 3 est aussi un avertissement, la puissance a un prix. Goku le dit lui-même, cette forme épuise son corps, elle n'est pas durable. Mais pendant quelques minutes, il tient à Majin Buu, seul, avec force, avec style. Le Super Saiyan 3, c'est la forme du sacrifice, celle qu'on utilise en dernier recours, celle qui impressionne, mais qui brûle de l'intérieur. Lorsque Dragon Ball Super arrive, le Super Saiyan reste le point de départ. On découvre le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, puis l'Ultra Instinct. Mais tout commence avec le Super Saiyan. Même Vegeta le dit dans le tournoi du pouvoir, c'est cette forme qui m'a fait comprendre que je n'étais pas le seul guerrier de l'univers. Le Super Saiyan représente donc la graine, le symbole. Même si les niveaux évoluent, c'est cette première étape que tout le monde garde en tête. Et même aujourd'hui dans les combats les plus récents, on voit encore Goku repasser en Super Saiyan, ne serait-ce que par respect pour cette forme originelle. On peut conclure en disant que, au-delà de Dragon Ball Z, le Super Saiyan a redéfini le genre shonen. C'est devenu la norme. Le héros se transforme, dépasse ses limites et explose littéralement ses ennemis.
Mais personne n'a jamais reproduit le choc du premier Super Saiyan, parce que ce n'était pas juste une transformation, c'était un catharsis visuel et émotionnel qui a redéfini le manga dans son ensemble. Dans le monde du shonen, certaines transformations sont des explosions de rage, des éveils de pouvoir liés à l'émotion. Mais pour Luffy dans One Piece, c'est différent. Ces gears ne sont pas seulement des changements d'apparence ou des boosts de puissance, ce sont des réponses concrètes à des échecs. Des solutions créées avec le corps, la douleur et l'ingéniosité. Chaque gear, c'est une leçon. Chaque gear, c'est une étape pour devenir le roi des pirates. Tout commence à Enies Lobby. Jusque-là, Luffy s'est toujours battu avec la force brute, la spontanéité et une incroyable capacité de résilience. Mais face à Blueno, un agent du CP9 capable de techniques martiales dévastatrices, le combat change. C'est là qu'il dévoile pour la première fois le Gear Second. La scène est iconique. Luffy prend appui, le sol craque, de la vapeur jaillit de son corps, ses veines se gonflent, son corps devient rouge, et surtout il devient rapide, insaisissable, fulgurant. Ce n'est pas un pouvoir hérité, ce n'est pas une bénédiction divine, c'est le fruit d'une stratégie. Il pompe son sang à vitesse surhumaine pour accélérer tout son métabolisme. Mais à quel prix? Ce pouvoir use de son corps. Il le brûle de l'intérieur. Et pourtant Luffy n'hésite pas, parce qu'il doit sauver Robin, parce qu'il doit avancer. Gear Second, c'est le début de la transformation de Luffy en stratège du combat. Ce n'est plus un simple bagarreur, c'est devenu un combattant réfléchi. Si le Gear Second est une réponse à la vitesse, le Gear Third lui répond à la force brute. Luffy gonfle littéralement ses os avec de l'air, transformant son poing en un membre de géant. Un seul coup et un mur s'effondre. Un seul coup et un pacifista est broyé. Mais ici encore, tout a un prix. Après l'utilisation du Gear Third, Luffy se retrouve miniaturisé. Il perd toute sa force pendant un moment, devenant la cible idéale. C'est ridicule et en même temps c'est du pur One Piece. Oda nous montre que même les héros doivent faire des compromis. La puissance n'est jamais gratuite, il faut accepter ses défauts pour en tirer le meilleur. Et ce gear évoluera aussi. Après l'ellipse, Luffy maîtrisera parfaitement son utilisation sans subir de contrepartie. Après les 2 ans d'entraînement avec Rayleigh, Luffy revient transformé. Le Gear Second et le Gear Third sont désormais utilisés à la volée, sans transition, dans un balai fluide de coups éclairs et d'attaques massives. On y découvre notamment l'ajout du Haki qui décuple leur efficacité. Le Gear Second plus le Haki permet des coups tranchants, précis, capables de blesser même les Logia. Tandis que le Gear Third additionné au Haki permet des attaques titanesques capables de rivaliser avec des monstres comme Doflamingo ou encore Cracker. Et puis vient l'arc Dressrosa, certainement l'un des arcs les plus longs, les plus denses et les plus tragiques de One Piece. Face à Doflamingo, Luffy sait que même ses techniques combinées avec le Haki ne suffisent plus. Il faut passer un cap, déclencher quelque chose de nouveau. Et là, tout explose. On assiste à un nouveau niveau, le Gear Fourth Boundman. Luffy devient une créature massive, musclée, recouverte de Haki. Son corps bondit dans tous les sens, propulsé par la pression interne de son élastique comprimé. Il ne marche plus, il rebondit. Chaque coup devient une détonation, chaque attaque devient une onde de choc. Boundman, c'est l'incarnation du chaos contrôlé. Il est à la fois rapide, puissant, imprévisible et incontrôlable. Mais comme toujours, il y a une limite, le temps. Après un certain nombre de minutes, Luffy est vidé, incapable de bouger. Et pourtant, ce risque, il l'assume, parce que la victoire contre Doflamingo devient vitale. Lors du combat contre Katakuri, Luffy prend une nouvelle forme, plus fine, plus souple, plus rapide, celle du Snake Man. Il n'est plus une boule de muscle mais un serpent agile. Ses poings allongés changent de direction en plein vol, rendant ses attaques quasi impossibles à anticiper. C'est une réponse directe à Katakuri, capable de voir l'avenir grâce à son acquis de l'observation. Snake Man, c'est le symbole de l'adaptabilité de Luffy. Il n'a pas besoin d'être le plus fort, il doit juste être plus malin. Et puis à Wano, tout bascule. Kaido, l'une des créatures les plus puissantes de l'histoire, semble invincible. Luffy tombe plusieurs fois face à lui, il meurt presque, il est au bout. Mais à ce moment-là, quelque chose se réveille. Et ce n'est plus juste une transformation, c'est une révélation. Luffy est le détenteur du fruit de Nika, le dieu du soleil, et le Gear Fifth naît dans une explosion de rire et de lumière. Le monde devient dessin animé. Les lois de la physique sont brisées. Luffy peut étirer, modeler, déformer absolument tout, y compris son propre corps et son environnement. Il devient une caricature, une figure divine, une tornade d'imagination, mais au fond il reste lui-même. Le Gear Fifth, ce n'est pas juste une montée en puissance,
C'est le retour à l'essence même de Luffy, la liberté, l'amusement, le rêve. Ce qui rend les gears de Luffy si uniques, c'est leur cohérence. Chaque gear naît d'un besoin, chaque gear comporte un risque, chaque gear illustre une facette de Luffy, sa vitesse, sa force, sa créativité, ainsi que son insouciance. Contrairement à beaucoup de héros de shonen, Luffy ne se transforme pas parce qu'il est en colère ou qu'il explose de pouvoir, il se transforme pour inventer, pour construire, pour s'adapter. Pour conclure, on peut dire que du Gear Second au Gear Fifth, on ne suit pas simplement une montée en puissance. On assiste à la naissance d'un pirate libre, créatif, audacieux. Chaque transformation est une victoire sur lui-même, chaque gear est une étape sur la route du roi des pirates. Et avec le Gear Fifth, Luffy ne devient pas juste le plus fort, il devient l'héritier d'un mythe, le porteur du sourire, le chant de la liberté, parce qu'au fond c'est ça One Piece. Pas une quête de pouvoir, mais une quête de rire, d'amitié et de rêve. Et Luffy avec ses gears en est le plus beau symbole. Dans l'univers de Naruto, il y a un monstre tapi dans l'ombre. Un démon, une entité de rage pure. Son nom, Kyuubi le renard à 9 queues. Son rôle, celui du mal absolu, d'un fléau à sceller, à craindre, à haïr. Mais ce monstre, Naruto ne l'a jamais choisi. On l'a forcé à le porter, à vivre avec, à être jugé pour lui. Et pourtant, au fil du temps, Naruto va faire de ce poison sa force, de cette haine une lumière, de ce démon un allié. Dès l'enfance, Naruto est seul, rejeté, méprisé, incompris. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est le Jinchuriki de Kyuubi. Il ne comprend pas cette haine, il ne sait même pas pourquoi on le fuit. Mais dans son corps, il sent cette présence, ce poids. Une chaleur brûlante qui surgit quand il est en colère. Un pouvoir effrayant qu'il ne contrôle pas. Kyuubi n'est pas seulement une entité scellée, il est le reflet de la douleur de Naruto, de sa rage, de son sentiment d'injustice. Et c'est là tout le génie de Kishimoto. Ce n'est pas un simple mode ou une transformation, c'est un combat intérieur, une guerre psychologique et émotionnelle. Petit à petit, à mesure que Naruto progresse, Kyuubi commence à se manifester de façon de plus en plus violente. Contre Haku déjà on voit le chakra rouge apparaître, la première forme de cette rage brute. Contre Neji, ce pouvoir lui permet de se relever et de renverser le destin. Mais c'est surtout contre Sasuke à la vallée de la faim que ce pouvoir devient effrayant. Naruto ne pense plus, il agit par instinct. Kyuubi le pousse à tout détruire, à céder à la colère. Et à ce moment, le spectateur comprend, ce n'est pas une transformation héroïque, c'est un poison magnifique. Une force fascinante, mais mortelle. Après l'ellipse, Naruto a gagné en puissance. Mais lorsqu'il fait appel à Kyuubi, c'est un parfum de catastrophe. Lors de l'attaque contre Pain, on assiste à une scène bouleversante. Hinata tombe, Naruto explose et Kyuubi prend le dessus. Il apparaît dans une forme à 8 queues. Naruto n'est plus qu'un monstre difforme, une entité sans conscience. Il perd tout, son humanité, son identité. Et il ne revient que parce que Minato, son père, intervient. Un choc brutal, Naruto est sauvé par la mémoire, mais pas par la force. Le message est donc clair, tant qu'il ne fait pas la paix avec lui-même, ce pouvoir ne sera jamais le sien. Le tournant, c'est l'île de la tortue pendant la guerre. Naruto décide d'en finir. Il veut contrôler Kurama. Pas l'éteindre, pas l'exorciser, mais le comprendre. Et là, une scène d'anthologie. Naruto entre en lui-même, il affronte Kurama dans un duel spirituel et titanesque. C'est brutal, épuisant, et pourtant, Naruto ne montre pas de haine, il montre de la compassion. Il tend la main à un démon et lui dit « Je sais ce que c'est d'être seul, je te comprends ». Et Kurama pour la première fois doute, pour la première fois, il écoute. À ce moment, tout change. Kurama cesse d'être une prison, il devient un allié. Le mode chakra de Kyuubi est né. Le corps de Naruto est auréolé d'or, de flammes douces, ses yeux deviennent ceux du renard, ses pupilles brillent d'une lumière divine. Mais ce n'est pas qu'un effet visuel, sa vitesse devient hallucinante, son chakra est si puissant qu'il guérit les autres, il peut détecter les sentiments négatifs, il devient un pilier lumineux pour l'armée des shinobi. Ce n'est pas juste une transformation, c'est un signal. Naruto devient le cœur de la guerre, le soleil des ninjas. Mais la vraie fusion arrive plus tard. Kurama n'est plus scellé, il coopère totalement avec Naruto. Ils se font confiance, ils se battent ensemble. Et Naruto passe en mode Kurama complet. Une forme gigantesque dorée où il fusionne totalement avec le chakra du renard. Il devient un Tailed Beast mode, conscient, précis et stratégique. Lors de l'affrontement contre Obito, Madara ou encore Kaguya, cette forme devient essentielle. Mais plus encore, ce mode ne fait pas que frapper fort.
Il unit. Il permet à Naruto de lier tous les bijoux, de les rassembler. Il n'est plus un porteur de démons, il est le pont entre toutes les créatures. Et plus tard dans Boruto, on y découvre l'ultime forme, le Baryon mode. Un mode suicidaire où Kurama fusionne son propre chakra avec celui de Naruto dans une réaction nucléaire. Cette forme est infernale de puissance, elle écrase Ishiki, réduit son espérance de vie, déforme le temps de combat. Mais elle a un prix malheureusement, la vie de Kurama. Et c'est là que tout se boucle. Kurama, autrefois prison, autrefois haine, sacrifie sa vie pour Naruto. Pour conclure, Naruto ne devient pas plus fort parce qu'il dompte Kyuubi, il devient plus fort parce qu'il lui parle, parce qu'il le comprend. Le mode Kurama, c'est la victoire de l'humanité sur la haine. La preuve que même un démon peut changer si on lui tend la main. Et dans ce monde de ninja où la vengeance est partout, Naruto est le premier à dire « je te pardonne ». Et c'est pour ça qu'il devient Hokage, pas pour sa puissance mais pour ce qu'il incarne. Le mode Kurama n'est pas une transformation parmi d'autres, il n'est pas un simple boost de stats, c'est une métaphore vivante du parcours de Naruto. De la solitude à la reconnaissance, de la rage à la paix intérieure, de l'instinct à la maîtrise. C'est l'une des seules transformations du shonen où le pouvoir vient de l'empathie, de la compréhension de l'autre et tout simplement du pardon. Jusqu'ici, on a vu des corps se métamorphoser, des énergies exploser et des êtres surpasser leurs limites physiques et mentales. Mais dans l'univers de Bleach, le pouvoir ne vient pas seulement du corps, ni même du cœur, mais il vient de l'âme. Dans l'univers de Bleach, le mot Bankai est un événement en soi. Il ne désigne pas simplement une transformation ou une montée de puissance, c'est une déclaration de guerre, une frappe nucléaire spirituelle, une coupure dans la logique d'un combat. Quand un personnage dit Bankai, ce n'est pas juste un pouvoir qu'il active, c'est tout l'espace-temps du combat qui se fige, le souffle de l'adversaire qui s'arrête et même le spectateur lui retient son souffle. C'est une signature, un point d'exclamation, un moment de bascule. Contrairement à d'autres mangas où les transformations deviennent presque banales au fil du temps, le Bankai dans Bleach est rare. Il est réservé à une élite, à ceux qui maîtrisent leurs Zanpakuto à 100%. Il n'est pas accessible à tout le monde et il ne se montre pas à la légère. C'est une arme ultime que les Shinigami gardent secrète car la révéler, c'est exposer leur âme entière. Dans un monde où tout le monde cache ses cartes, le Bankai est l'ultime all-in. Narrativement, le Bankai est toujours utilisé comme pivot dramatique. Par exemple, quand un héros est acculé, il sort enfin son Bankai et l'équilibre du combat change. Quand un ennemi affronte un capitaine, la question est toujours la même. A-t-il un Bankai? Va-t-il l'utiliser? Quand un Bankai est brisé sans cesse, en gardant toujours une carte secrète jusqu'à ce qu'elle explose à l'écran. Ce qui rend le Bankai si iconique, c'est qu'il est intimement lié à la personnalité du porteur. Un guerrier brutal comme Renji par exemple aura un Bankai destructeur, un stratège comme Byakuya Kuchiki aura un Bankai complexe, presque artistique, un personnage en évolution pourra voir son Bankai changer, se transformer avec lui à l'image de Hitsugaya Toshiro. Le Bankai est donc un langage visuel et émotionnel, chaque forme raconte l'histoire d'un esprit, d'un parcours, d'une faille. Dans l'univers des mangas, peu de mots ont une puissance aussi immédiate que Bankai. C'est devenu un mème, une réplique culte, un standard. Même pour ceux qui ne suivent pas Bleach, le mot évoque quelque chose de sérieux, de solennel, de puissant. C'est la promesse d'un climax, un moment de frisson, un choc visuel et sonore. Dès les premières saisons, Bleach construit son système de pouvoir autour du Shikai et du Bankai. Cela crée une hiérarchie claire, mais surtout une attente. Quand on apprend qu'un personnage est capitaine, on attend naturellement de voir son Bankai. C'est presque un rituel d'initiation pour les fans. Et à chaque révélation, on en découvre plus sur le personnage, son passé, son mental, ainsi que sa douleur. Un autre point important, c'est que le Bankai peut échouer à la sauce Bleach. C'est l'instant où tout explose, où l'âme se met à nu, où la rage, la douleur, la volonté deviennent armes. Chaque fois que ce mot est prononcé, on sait que le combat va basculer. On sait que quelque chose d'unique va se produire. Et c'est pour ça que le Bankai, même après des centaines de chapitres ou d'épisodes, reste un moment sacré. Passons maintenant à une transformation du désespoir. La transformation de Gon dans Hunter x Hunter est un choc émotionnel. C'est une rupture, une offrande. C'est l'histoire d'un enfant qui sacrifie tout pour se venger. Tout commence avec la mort brutale de Kite, son mentor. Gon, qui a toujours avancé avec une énergie naïve, voit sa croyance en la justice s'effondrer. Il espérait que Kite était vivant. Il pensait pouvoir le sauver, il croyait encore au miracle. Mais quand Pito lui confirme que Kite est bel et bien mort, toute cette lumière qu'il portait s'effondre. Gon, ce n'est plus le gamin qui sourit, c'est un cœur qui saigne, un esprit qui hurle, une bombe prête à exploser. Dans la plupart des shonen, les transformations sont le fruit d'un entraînement, d'une montée progressive. Mais Gon, lui, fait un vœu, un pacte, une malédiction.
Il sacrifie toute sa vie, tout son avenir, tous ses rêves pour avoir maintenant la force de tuer Pitou. C'est un acte de désespoir, un deal avec la mort. Quand Gon se transforme, son corps grandit, ses cheveux s'allongent, son visage change. Mais ce n'est pas beau, ce n'est pas noble, ce n'est pas glorieux. C'est terrifiant, presque monstrueux. C'est le symbole même de ce qu'il abandonne, son humanité, son enfance, sa lumière. Il ne devient pas un héros, il devient l'arme de sa propre vengeance. Ce Gon adulte n'est pas là pour sauver qui que ce soit, il ne veut pas protéger, il ne veut pas comprendre, il veut juste punir. Et c'est ce qui rend cette transformation aussi puissante que dérangeante. Elle est efficace car Gon écrase Pitou sans aucune difficulté, elle est violente car c'est une exécution froide et sans émotion, et elle est bien sûr coûteuse car après ça Gon est à l'agonie, il a brûlé sa propre vie. Au final, Gon ne gagne pas, il s'autodétruit. Il paye le prix fort pour un moment de soulagement immédiat. Togashi fait ici quelque chose d'unique dans le shonen. Il montre que la vengeance ne libère pas, elle consume. Il nous rappelle que même les personnages les plus lumineux peuvent sombrement basculer. Et au lieu de glorifier cette montée en puissance, il nous pousse à la remettre en question. Était-ce vraiment une victoire? Était-ce ça le rêve de Gon? Que reste-t-il de lui après cette scène? Ce qui rend cette transformation si unique, c'est qu'elle ne cherche pas à plaire, elle n'a pas de logique de coolness, elle ne cherche pas à vendre des figurines. C'est une transformation pure émotion, pure noirceur, pure conséquence. C'est la version tragique et inversée du Super Saiyan. Là où Goku se transcende par la rage noble, Gon lui se consume par le désespoir. On peut conclure en disant que la transformation de Gon adulte n'est pas là pour être applaudie, elle est là pour nous faire réfléchir. Pour nous rappeler que même les héros peuvent perdre pied, et que parfois la puissance n'est pas une victoire, mais une fin en soi. Gon a tout donné jusqu'à son avenir pour obtenir une vengeance, mais parfois ce n'est pas la colère qui déclenche la vraie nature, c'est la mort en elle-même. Et dans le cas de Yusuke dans Yu Yu Hakusho, c'est un démon endormi qui attendait son heure. Dès le début de Yu Yu Hakusho, Yusuke n'est pas un héros classique, c'est un voyou, un ado bagarreur impulsif qui sèche les cours, se bat pour un rien, mais qui a un sens aigu de la justice. Et c'est ce mélange explosif de violence et de cœur pur qui définit son évolution. Quand il devient détective du monde des esprits, on découvre que sous sa carapace de dur à cuire se cache un protecteur acharné. Mais ce qui rend Yusuke si unique, c'est qu'il est incontrôlable. Même la hiérarchie spirituelle ne peut le canaliser. Et ce feu intérieur finira par exploser d'une manière inattendue. La transformation la plus folle de Yusuke ne naît pas d'un entraînement, elle naît d'un meurtre. Lors du combat contre Sensui, l'un des antagonistes les plus complexes de l'histoire du manga, Yusuke se donne à fond, mais malheureusement, il finit par être tué. Abattu, froidement. Et c'est là que tout change, car au lieu de disparaître, un pouvoir ancien et maudit s'éveille en lui. Yusuke découvre qu'il n'est pas qu'un humain, il est en réalité le descendant d'un puissant démon, le Mazoku Raizen, l'un des trois rois du Makai, le Makai signifiant le monde des démons, et cette ligne maudite s'active à sa mort. Son corps renaît, envahi par une aura démoniaque démentielle, ses cheveux s'allongent, ses marques démoniaques apparaissent, ses pupilles changent et son ki devient insupportable même pour ses alliés. Yusuke ne revient pas à la vie, il ressuscite en tant qu'autre chose. Quelque chose de plus fort, mais de bien plus dangereux. Dans sa forme Mazoku, Yusuke n'a plus rien d'humain. Il devient incontrôlable, au point même que ses compagnons le craignent. Face à Sensui, il est maintenant largement au-dessus. L'écart de puissance est devenu ridicule. Il joue avec lui comme un adulte jouerait avec un enfant. Mais ce n'est pas une victoire joyeuse, c'est une démonstration froide, brutale, un carnage absolu. Ce qui est fascinant, c'est que cette transformation ne rend pas juste Yusuke plus fort, elle le déstabilise. Il se pose plusieurs questions. Qui est-il vraiment? Un humain au cœur pur ou bien un démon destructeur endormi? Cette dualité devient centrale. Yusuke rejette d'abord ce pouvoir qui ne lui ressemble pas, mais il doit apprendre à l'accepter sans se faire dévorer par lui. C'est une transformation autant physique que psychologique, et c'est là que Yu Yu Hakusho devient plus qu'un simple shonen de baston. Après cette révélation, Yusuke se rend dans le Makai, le monde démoniaque, et découvre Raizen, son ancêtre qui est sur le point de mourir. Mais surtout, il comprend que son potentiel dépasse même celui des plus puissants démons. Raizen avait stoppé de se nourrir de chair humaine par conviction, et malgré cela il restait l'un des plus puissants. Yusuke hérite non seulement de sa puissance, mais aussi de sa volonté. Il ne devient pas juste un roi potentiel, il devient un pont entre les mondes. Le moment où Yusuke devient Mazoku marque un tournant dans le genre shonen. C'est l'un des premiers héros de shonen à devenir un démon. Bien avant Naruto, bien avant Ichigo ou bien avant Eren,
Yusuke explore l'idée du héros qui contient l'ennemi en lui. Ce n'est plus la lumière contre l'ombre, c'est la lumière dans l'ombre. Et ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Pour conclure, la transformation de Yusuke en Mazoku est l'une des plus puissantes et symboliques du manga shonen, parce qu'elle montre que la vraie force ne vient pas d'un pouvoir hérité mais d'un choix. Yusuke aurait pu céder à sa pulsion, à la facilité, mais il choisit de rester fidèle à ses valeurs. Et c'est pour ça que sa transformation, même démoniaque, est l'une des plus humaines de toute l'histoire du shonen. Basculons maintenant vers la dernière transformation de cette vidéo, et pour cela, entrons dans l'univers de l'Attaque des Titans. L'univers de l'Attaque des Titans n'est pas un monde de rêve. C'est un monde cruel, ravagé par la peur, enfermé entre des murs géants où l'humanité n'a plus de place que comme gibier. Et au milieu de ce cauchemar, il y a Eren Jaeger, un adolescent frêle, mais rempli d'une chose rare, la rage de liberté. Au début du manga, tout nous laisse croire qu'Eren est un simple humain, un protagoniste classique prêt à se battre. Mais à Trost, lors de sa première vraie mission, Eren se fait dévorer. On a l'impression que le protagoniste meurt, avalé brutalement. Est-ce que cela signifie la fin de l'histoire? Eh bien pas du tout, c'est là que tout va changer dans l'Attaque des Titans. Dans un moment d'urgence absolue, alors que ses amis sont en danger, un titan surgit du néant. Mais ce titan ne tue pas les humains, il attaque les autres titans. Un colosse de rage musclé, brutal, incontrôlable, et à la fin de son carnage, Eren en sort. Il est vivant, et il est devenu un titan. C'est l'un des retournements de situation les plus iconiques du manga moderne. La transformation d'Eren ne suit pas les codes classiques du shonen. Il n'y a pas de cri de guerre, pas de montée en puissance héroïque, il y a de la souffrance, de la haine, du rejet. Eren ne contrôle pas sa transformation au début, il perd le contrôle, attaque même ses alliés parfois, mais cette forme n'est pas juste un pouvoir, c'est la matérialisation de sa volonté de liberté. Le titan assaillant, c'est Eren sous sa forme brute, sans filtre, sans limite, sans frein. Contrairement à Goku, Luffy ou encore Naruto, Eren n'utilise pas sa transformation pour sauver immédiatement les autres. Elle est dangereuse, incontrôlable, suspecte. Les humains le rejettent, ils veulent l'enfermer, le tuer. Elle soulève une question centrale de l'œuvre, et si le salut venait d'un monstre? Avec le temps, Eren découvre que son pouvoir vient de son père, qui lui a injecté un sérum et l'a transformé de force en titan, puis l'a forcé à manger son propre père pour hériter du titan assaillant. Cette révélation ajoute une dimension tragique. Eren n'a pas choisi ce pouvoir, il est le produit d'un plan, d'un héritage de haine et de guerre. Et il découvre que les titans sont des humains transformés, des armes vivantes. Sa transformation devient alors une malédiction, une chaîne et non pas un don. Au fil du temps, Eren parvient à maîtriser son pouvoir, il devient une arme stratégique, il apprend à se battre, à durcir son corps, à communiquer avec les autres titans. Mais plus que ça, il découvre qu'il peut accéder aux souvenirs de ses prédécesseurs et même voir le futur. Sa transformation devient la clé du destin du monde, pas juste une force physique mais un pouvoir cosmique. Ce qui est unique chez Eren, c'est que sa transformation n'est pas qu'un changement physique, c'est un glissement moral. Au début, il veut détruire tous les titans, puis il découvre qu'il en est un, puis il veut protéger les siens, puis il découvre que le monde extérieur veut tous les tuer. Et alors là, il bascule, il devient l'ennemi du monde. À la fin du manga, Eren active le grand terrassement. Grâce au pouvoir du titan originel, il commande des millions de titans colossaux qui marchent sur le monde entier pour l'écraser. Eren ne veut plus se libérer, il veut tout anéantir, c'est une transformation ultime, pas seulement physique, idéologique. Il devient Dieu, il devient la fin du monde, il devient l'ennemi de l'humanité. On peut conclure en disant que la transformation d'Eren en titan n'est pas une victoire, c'est une chute. C'est le poids d'un monde cruel sur les épaules d'un enfant, d'un adolescent. Elle n'a pas été choisie, elle a été subie, puis revendiquée, puis embrassée dans toute sa monstruosité. Et pourtant, au fond, ce n'est pas un monstre, c'est juste un garçon qui voulait être libre. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur les transformations les plus marquantes dans les mangas. Chacune de ces transformations nous a marqué à sa manière. Certaines nous ont fait frissonner, d'autres nous ont bouleversés, et quelques-unes nous ont carrément fait remettre en question ce que veut dire se surpasser. Mais au final, une question reste. Laquelle vous a le plus marqué vous? Laquelle vous a fait vibrer, pleurer ou hurler devant votre écran? Dites-le moi en commentaire, quelle est selon vous la transformation la plus légendaire de tous les temps, et pourquoi? J'ai hâte de lire vos réponses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo si cela vous a plu, mais également d'activer la cloche pour ne rien louper de mes futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Je suis là pour les vrais, des analyses pointues comme les pédales. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team.